Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Ostéopathie, acupuncture, magnétiseur, compléments alimentaires. La médecine douce connaît un succès croissant depuis une vingtaine d'années. Et beaucoup de parents inquiets des effets secondaires des médicaments se tournent vers ces pratiques. Sont-elles toutes efficaces et sans danger ? Quel risque de dérive pour les chrétiens? Comment discerner? Pour en parler, deux invités nous ont rejoints. Anne-Cécile Pellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, vous faites souvent appel aux médecines douces. Oui, vous nous en parlerez. On y reviendra. Bertrand Chaudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre au diocèse du Mans, également kinésithérapeute et membre du Bureau national de la pastorale Nouvelles Croyances et Dérives sectaires. Une première question pour y voir un peu plus clair, c'est quoi au juste la médecine douce ? Difficile de dire ce que c'est en deux mots la médecine douce. On peut dire que c'est tous ces courants qui ne sont pas catalogués dans la médecine classique officielle. Et à travers, on dit doux peut-être improprement, on parle aussi de médecine alternative. C'est-à-dire alternative à une médecine officielle voilà, qui est un petit peu aujourd'hui critiquée à travers ces techniques et ces méthodes. Et la médecine douce permettrait de retrouver ce qui est naturel en soi et de développer ses capacités et ses capacités d'auto-guérison notamment. Donc c'est la médecine sans médicaments ? Une médecine sans médicaments ou une médecine avec des médicaments liés aux fleurs, aux plantes, aux huiles essentielles, à tout ce qui est une redécouverte de la phytothérapie, mais également peut-être aussi de manière un peu plus subtile et tellement subtile qu'on se demande s'il y a véritablement des substances actives quand on pense aux fleurs de bar, par exemple. On reviendra un petit peu sur le détail de ces différentes techniques. Enfin, on retrouve cette semaine notre diacre et chroniqueur Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi médecin généraliste, donc évidemment, vous avez un regard aiguisé sur cette question et vous nous en ferez part tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, une illustration en images, on va s'intéresser à l'ostéopathie, une technique apparue en France dans les années 50 qui propose notamment des traitements pour les douleurs articulaires ou le mal de dos. Une technique qui a séduit Camille, jeune mère de famille vivant dans le Var. Reportage de Guillaume Lacombe. Nous sommes à Lorgues, une petite ville du Var. Au bout de ce chemin de campagne, nous découvrons la maison de Camille. Loin de l'effervescence urbaine, elle a préféré, avec son mari, une vie plus naturelle. C'est ainsi que pour sa première grossesse, elle se fait accompagner par un ostéopathe. Si tout se passe bien, à ce moment-là, la venue de Louise, son deuxième enfant, est plus délicate. En fait, j'ai eu une hernie discale suite à l'accouchement qui était un petit peu rapide et une sciatique en fin de grossesse. La première proposition qui m'a été faite par la médecine allopathique était d'être obligée de sevrer du coup ma petite fille qui venait de naître et puis de sûrement aller vers une opération parce que l'hernie était très importante. Pour Camille, cette option est inenvisageable. Soutenue par sa famille, elle décide de s'en remettre totalement à l'homéopathie et à l'ostéopathie. Une hernie discale, il y avait quand même peu de gens qui me croyaient en me disant qu'en prenant des petits granules et en allant voir un masseur, entre guillemets, j'allais pouvoir m'en sortir. Et pourtant, ça a vraiment été le cas. Tu vois, je compense et j'appuie vachement et je me contracte vachement sur la gauche. Camille a trouvé ses ostéopathes par le biais de sa paroisse. Le cabinet de Lorgues est en effet un cabinet catholique. Moi, je lui ai dit que tu l'avais rien. Avant tout, nous sommes ostéopathes. Ça veut dire que notre spécificité de foi ne va en rien apporter des pouvoirs comme on pourrait l'entendre, apporter du magnétisme comme on l'a entendu aussi. Simplement, comme on a le désir de suivre Jésus et de faire au mieux ce qu'on a à faire, nous pensons que nous avons le devoir d'exceller dans notre profession. Le point commun de toutes les médecines douces, c'est d'aller chercher dans le subtil, dans des choses très très fines. On ne cherche pas dans la macro-mobilité, la mobilité classique, on cherche dans des mobilités très fines sur le corps. Le problème dans les grossesses, c'est que les ligaments utérins, ils tirent. Camille s'est retrouvée dans cette approche de l'ostéopathie.
Mais si elle les consulte aujourd'hui régulièrement, c'est aussi parce qu'ils ont su la rassurer. Sans rejeter totalement certaines techniques audacieuses, ils n'hésitent pas à recadrer leurs patients quand il le faut. On voit beaucoup de thérapeutes, même ostéopathes, qui traitent en touchant pas à leurs patients, quoi, en étant à distance. Enfin, c'est des choses un peu particulières quand même. Donc là, pour nous, le but, c'est de ne pas se cantonner à des techniques purement mécaniques, parce que ça peut être très intéressant d'aller chercher des choses plus subtiles qui vont chercher plus dans la profondeur du corps, mais ne pas aller trop loin, quoi. Tu lèves les fesses le plus haut possible. C'est juste pour poser le bas. Voilà. Ok, tu poses. Alors voilà, c'est juste pour mettre ton bassin bien droit, vérifier la longueur de tes jambes. Mais nous, on est parti d'un principe très simple et vraiment sincère que le chef d'orchestre de la santé de nos patients, c'est le médecin traitant. C'est lui qui gère leur santé. Donc, en aucun cas, on peut prendre sa place parce qu'on n'est pas là pour faire un diagnostic. On est quand même amené à avoir beaucoup de patients qui sont un petit peu en rejet de la médecine classique, quoi. Je ne vais pas voir mon médecin parce qu'il va me prescrire. C'est à nous aussi de le ramener à son médecin si besoin est. Comme Camille, de nombreuses personnes semblent attirées par la médecine douce telle que l'ostéopathie. Pour autant, toutes les pratiques ne se valent pas. C'est sans doute là ce qui freine leur reconnaissance. J'appelle si ça va pas. Exactement, mais on n'aura pas d'appel de papa. Anne-Cécile, une réaction sur ce reportage? Vous vous retrouvez dans le témoignage de cette jeune maman? Oui, moi-même, effectivement, j'ai eu affaire à l'ostéopathie pour une troisième grossesse. Ouais. Et mon bassin était soi-disant trop petit. Enfin voilà, j'avais pas mal de problèmes pour pouvoir accoucher par voie basse. Et effectivement, le travail que j'ai pu faire à ce moment-là m'a permis d'accoucher normalement. On y reviendra sur effectivement les différentes méthodes auxquelles vous avez recours. Bertrand Chaudet, en fait, est-ce que dans certains cas, il faut sortir du parcours de santé classique pour aller mieux ? Il faut parfois, je pense que là, l'exemple que nous venons de voir à travers ces ostéopathes qui ont une pratique tout à fait intéressante sur le plan clinique, et déjà, il y a un premier critère de discernement. Il dit il faut toucher, il faut être objectivable, il faut avoir des repères cliniques, rationnels, objectivables. Ça, c'est pour moi un point très important. Et il met déjà un doute sur toutes les pratiques qui ne touchent pas. En quoi, justement, ce serait pas une bonne chose? Parce que là, on n'est plus dans des repères, si vous voulez, objectivables. On s'apparente là plus à des techniques de type magnétique et voire médiumnique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ostéopathes qui ont développé de telles capacités intuitives qui sont capables de deviner ce qui serait à l'origine du traumatisme, et ça sans même faire parler les patients. Donc là, on est dans l'ordre de la magie, en fait. On est dans l'ordre de la médiumnité, du magnétisme, en tout cas de techniques qui s'apparentent plus à l'occultisme qu'à des techniques objectivables, cliniquement voilà, avec des critères tout à fait rationnels. D'accord. Et là commence le danger, parce que à partir du moment où le thérapeute va chercher une information sans que la personne ne l'ait exprimée, eh bien, il y a une emprise quelque part, il y a un pouvoir. Il m'a guéri. Et là, se posent des questions très profondes sur le plan de l'éthique et sur le plan de la déontologie. On reviendra justement sur ces risques et dangers éventuels. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à cette question, est-ce que de temps en temps, aller voir un ostéo en complément éventuellement de son médecin généraliste, ça peut être une bonne chose si la médecine classique n'a pas répondu à ces douleurs? Comme le dit aussi cet ostéopathe, je pense que le contrôle d'un médecin, le diagnostic d'un médecin me paraît tout à fait important. Mais qu'effectivement un médecin puisse avoir en complément ce type de technique me paraît tout à fait intéressante quand c'est cadré de cette manière. D'accord. Anne-Cécile, alors comment est-ce que vous vous êtes tournée vers la médecine douce? C'est arrivé comment dans votre vie? Eh bien, ça fait pas mal d'années en fait. J'avais 17 ans. J'ai souffert d'une aménorrhée et les réponses qu'on m'a apportées à ce moment-là. Donc l'interruption de vos règles en fait. Voilà, interruption des règles. On a donc essayé de chercher les causes. On ne trouvait pas la raison, si ce n'est une légère hypothyroïdie. Donc on a commencé à me donner des hormones et puis on m'a dit pour faire revenir les règles, on va te donner la pilule. Donc là déjà j'ai trouvé que la réponse qu'on m'apportait n'était pas celle que j'attendais parce qu'on n'essayait pas de revenir sur le pourquoi de ce dysfonctionnement. Donc là j'en ai parlé à une amie qui m'a elle-même dirigée vers quelqu'un qui faisait de la naturopathie.
Donc j'étais un petit peu circonspecte. Qui est quoi exactement? Alors, simplement, on prend des plantes. Ouais. Alors, j'ai pris beaucoup de vignes rouges, de radis noirs. Enfin, voilà, au début, j'y croyais pas du tout. Ouais. Et en fait, il s'est trouvé que ça a pris un petit peu de temps. Mais à un moment donné, j'ai dit stop, je suis pas un veau aux hormones. J'arrête tout ça. Et j'ai essayé vraiment et ça a marché. Et puis, bon, là, j'ai 4 enfants. Donc, Ouais. j'ai un aîné qui faisait beaucoup d'otite à une époque. Ouais. Enfin, donc, c'était tous les mois. Et l'ORL le mettait donc sous antibiotiques et sous corticoïdes. Donc, là, je me suis dit quand même, tous les mois, ça fait beaucoup. Vous avez des réserves là-dessus? Sur le fait qu'ils prennent Sur pas mal les de effets médicaments. secondaires. Et puis, c'est quand même quelque chose de fort dans la mesure où c'est régulier. Ça commençait à me poser problème. Et donc là, je me suis tournée, encore une fois, grâce à une amie, vers l'homéopathie. Là, j'ai découvert l'homéopathie avec un traitement de fond pour mon enfant, qui au départ est passé donc d'une otite 1 mois sur 2, puis 1 mois sur 3, et puis finalement, il n'en avait plus. Alors, pour les autres enfants, j'avoue que depuis 7 ans, on n'a pas pris un seul antibiotique à la maison. Enfin, peut-être 1 fois ou 2 parce que vraiment c'était nécessaire. Je ne suis pas contre l'antibiotique et le médecin non plus. Mais disons que quand Non, on peut faire autrement... Non, mais pas contre le médecin. Le médecin est médecin et homéopathe. Donc, il a les deux casquettes. Et je me dis, bon, je préfère utiliser quelque chose de peut-être plus doux, alors qui nécessite aussi de notre part un petit peu plus de rigueur, parce que dans la posologie, c'est... On reviendra un peu sur les bémols justement de ces traitements qui sont peut-être contraignants par ailleurs, mais en tout cas, globalement, ça a été plutôt positif. Plutôt positif pour nous, oui. Bertrand Chaudet, alors pourquoi ça marche, ces médecines douces? Pourquoi cet essor depuis une vingtaine d'années? C'est que ça marche? Ce qui marche peut-être, c'est de prendre conscience de son corps. Je crois qu'on a toujours, c'est très important de prendre conscience de la manière dont notre respiration, dont on respire. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui est tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Cependant, cette recherche de développement personnel comme un but en soi peut avoir des limites. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont chercher des solutions de guérison ou de développement de personnel qui n'ont pas de limites, d'une certaine manière. Or, on est plus centré sur son bien-être, c'est ça, en fait, qui se produit? Peut-être ça peut avoir le risque, c'est d'être dans une attitude un peu nombrilistique. Et finalement, d'oublier que ce qui rend heureux, c'est aussi de rendre heureux les personnes autour de soi. Et finalement, il y a quelque chose de l'ordre de l'oblation de soi-même, qui nous rappelle notre vocation chrétienne, peut-être qui pourrait avoir tendance à être oublié quand on va chercher un bien-être personnel ou un épanouissement ou une santé parfaite. Et puis la médecine douce est aussi un secteur lucratif qui rapporte? Ah oui, alors là, vraiment, on est dans un domaine où, effectivement, ça rapporte gros. Et on va chercher toujours la solution miracle qui, finalement, pourrait nous empêcher d'être participants à notre... Quand on va chercher chez l'ostéopathe ou tel thérapeute un bien-être, et finalement, on peut avoir tendance à chercher un bien-être immédiat sans que nous soyons mis en marche et que nous prenions conscience, effectivement, qu'on a des gestes à éviter, que l'on a peut-être une diététique à respecter. Dans son hygiène de vie. Alors, peut-être que ce caractère, effectivement, de diététique, de recherche de mieux-être dans sa peau est tout à fait honorable et à rechercher. Cependant, voilà, il faut éviter d'aller trop loin. Et quelle est l'approche de la médecine douce par rapport à la médecine classique, dans le fond? Encore une fois, de dire médecine douce, je ne sais pas exactement si le terme est très propre. On peut parler de médecine alternative à la médecine officielle. Et des liens entre les deux, alors? Est-ce que si on allie médecine douce et médecine classique, ça peut être finalement assez... Ça peut être tout à fait intéressant, oui. Mais il faut savoir aussi vers qui nous nous tournons. Et je crois que là, il y a quelque chose qui ne doit pas mettre de côté l'usage de notre raison.
de notre rationalité, de voir si, si c'est conforme à la raison ce que l'on fait, ou si on va chercher, encore une fois, des solutions un peu miracles ou magiques. Est-ce que selon vous, la disparition des symptômes ou bien l'utilisation de ces techniques par un médecin, puisque effectivement certains médecins y ont recours, est-ce que ce sont en soi des critères suffisants pour confirmer la validité, la fiabilité de ces méthodes? Précisément, c'est une question très importante. La suppression du symptôme d'appel qui a amené la personne à consulter n'est pas nécessairement un seul critère de discernement, de validation ou de fiabilité d'une méthode. Certains types de maux de tête, par exemple, peuvent être tout à fait fonctionnels et certaines thérapies qui utilisent des techniques un peu de type magnétique peuvent faire supprimer ces symptômes-là assez rapidement. Mais pour autant, précisément, on va prendre le thérapeute comme un magicien à cet endroit-là. Et on ne va pas faire suffisamment ce travail de prise de conscience sur soi, de modification de sa respiration, de ses rythmes de vie qui permettrait finalement de ne pas être dépendant à l'égard d'un thérapeute. Voilà, c'est ça. Et peut-être d'anticiper certaines douleurs, certaines difficultés de santé. Anne-Cécile, alors est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences avec la médecine douce? Mauvaises, non. Parfois des interrogations Ouais. quand même, effectivement, sur la personne en elle-même. Enfin, d'ailleurs, c'était pas du tout dans le cadre de la médecine douce. Par exemple l'utilisation de cristaux, de choses qui... Alors ça, vous êtes allé Voilà. voir Une sage-femme. une sage-femme Voilà. et Donc qui là, a fait quoi exactement? Qui utilisait des cristaux pour, je sais pas trop quoi faire justement. Ouais. C'est là où ça m'a interpellée. Donc dans le doute, Que vous étiez allé voir pour pour un suivi, oui. Et du coup là, j'étais un petit peu choquée quand même de cette pratique-là. Ouais. Donc j'en ai parlé à mon curé. On vous l'avait recommandé, cette personne-là? Comment vous étiez arrivée à elle, en fait? Oui, mais bon, c'était pas dans le cadre de la médecine douce. Donc comme quoi, Ouais. il faut aussi se méfier d'une médecine qui dit entre guillemets plus classique, on va dire. Ouais. Quand vous dites que c'était pas dans le cadre de la médecine douce, parce que c'était une sage-femme que vous aviez par la maternité suivait normalement. En fait, d'accord. C'était pas quelqu'un d'à part. Non, du tout. Et donc, vous en avez parlé à votre curé, vous disiez? Comment ça disons comme je trouvais ça un petit peu particulier. Ouais. Donc, je lui ai expliqué comment ça s'était passé. Donc lui-même m'a proposé de poser un certain nombre de questions à cette personne pour voir comment... Qui était quoi, par exemple? Quelle était sa formation, Ouais. sur quoi elle se basait, enfin des choses comme ça. Et voilà, donc je crois qu'effectivement, il faut rester quand même un peu averti et puis sur ses gardes par rapport à une certaine médecine pour lesquelles il pourrait y avoir des déviances. Moi, j'aime bien dire un peu New Age parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce milieu-là qui s'intéressent à... Dans ces cas-là, vous, quand vous avez un doute, comment vous vous renseignez? Parce que, évidemment... j'ai posé des questions. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Donc, vous vous renseignez auprès des personnes que vous allez voir, savoir un petit peu quel est leur parcours. Mais en général, je fonctionne quand même beaucoup par oui dire, donc des personnes qui ont été voir telle ou telle thérapeute. Voir telle personne, et du coup je sais pourquoi elles y sont allées, Ouais. je sais ce qu'elles ont reçu, comment elles ont été traitées. C'est pas mal par le bouche à oreille en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais rester critique de toute façon, pas que dans la médecine finalement, c'est... Alors Bertrand Chaudet, justement, on y vient. Comment discerner sur l'utilisation de ces méthodes, et en particulier pour les chrétiens? Je crois qu'il faut faire usage de notre raison, comme je le disais, et de notre foi. Or, c'est assez curieux parce que dans ces méthodes, dans ces techniques, il faut avoir foi. Dans les histoires de pierre, de cristaux, c'est la foi en quelque chose d'assez irrationnel finalement. Quelqu'un qui a foi en un gris-gris, quelque part, c'est de la gris-gritologie. Il y a un aspect fonctionnel à avoir foi en la gris-gritologie, enfin en toute cette... Mais il y a peut-être que se cache derrière tout ça, cette foi-là, dans ces matières, dans ces instruments, quelque chose qui nous amène à l'idolâtrie du moyen. Et c'est pour ça que ça a un certain succès chez les chrétiens, la médecine douce?
Je C'est pense répandu qu'il peut y avoir effectivement une déviance de difficulté d'orientation en ce qui concerne la foi. On dit que l'on croit en telle ou telle thérapie, en telle ou telle... Alors que c'est normalement l'usage de la raison qui nous devrait nous faire prendre tel médicament ou user de telle thérapeutique. Et donc, il y a une sorte de confusion entre ce qui est du domaine de la raison et du domaine de la foi. On met notre foi dans un certain nombre d'éléments comme ceux que vous décrivez et nous ne faisons pas suffisamment usage de notre raison. Alors, pour faire appel à sa raison, concrètement, qu'est-ce qu'il faut se demander avant d'aller voir un acupuncteur, un ostéopathe, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Il y a une petite liste de questions à se poser? Je crois que la question aussi de savoir d'où vient la technique, quelle est l'anthropologie qui la sous-tend, quelle a été la formation, de qui se recommande tel thérapeute, me paraît être déjà de bons critères. D'autre part, un thérapeute qui prétend soigner tout et trop rapidement me paraît suspect, vous voyez. Donc d'aller chercher directement une guérison qui est immédiate me semble être déraisonnable. Surtout quand quelque chose s'est installé dans le temps, en général, il faut du temps pour retrouver un processus de guérison. Donc tout ce qui est trop immédiat, qui est deviné, ou si quand on va deviner ce qui serait à l'origine d'un traumatisme dans la mémoire de la personne, et quand ça a été choisi, enfin quand le thérapeute le dit trop rapidement, je pense que ce sont, à mon avis, des critères qui doivent nous mettre en alerte. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Jean-Louis. Alors, votre regard aussi de médecin sur ces médecines douces. J'aurais des tas de choses à dire, mais je voudrais commencer par l'histoire de l'hernie discale ou des otites. L'hernie discale, j'espère que la jeune maman ne croit pas qu'elle a été guérie de sa hernie discale. Elle a été soit l'objet de chirurgiens qui voulaient lui sauter dessus et qui étaient malhonnêtes, c'est possible aussi, mais l'ostéopathie a sûrement assoupli, arrangé tout ce qu'on voudra, mais si l'hernie discale est là, elle est physiologiquement présente, et il faudra un jour s'y intéresser, ou peut-être qu'elle ne fera plus parler d'elle. Les otites, c'est pareil. Un enfant qui fait des otites à répétition, les enfants ne font pas leur bagage immunitaire au même rythme les uns que les autres. Et si vous donnez de la poudre de perlimpinpin, des sucres à un enfant qui fait des otites pendant 1 an, et bien petit à petit, vous verrez qu'il espace ses otites et que finalement, il ne les fait plus parce qu'il aura fait son bagage immunitaire. Et ça, c'est une constatation rationnelle. Tout ça pour en arriver au fond du problème qui est grave, qui est gravissime à mon avis, c'est cette confrontation entre la foi et la raison, alors qu'au contraire, il n'y a pas confrontation. La foi et la raison sont compatibles, bien au contraire, même ont besoin l'une de l'autre. On a besoin d'aller chercher des choses tout à fait ésotériques, magiques pour soigner, alors qu'on l'a vu très récemment, le vaccin est la plus belle invention qu'a fait la médecine. Aujourd'hui, les mères de famille ont peur et ne veulent plus faire vacciner leurs enfants, ce qui est gravissime. Aujourd'hui, on a peur des antibiotiques. C'est gravissime. Aujourd'hui, les médecins sont de méchants prescripteurs de médicaments qui vont détruire les défenses de leurs enfants. Ce sont des informations fausses. Un antibiotique est toujours un excellent produit et les effets secondaires des antibiotiques existent. Mais en principe, on a de quoi y pallier. Et quand il y a vraiment des intolérances, genre allergie, on n'y represcrit pas. Donc il y a vraiment aujourd'hui une critique mais ambiante et médiatique de la médecine allopathique qui est grave. Parce que nous avons, du coup, du mal à soigner nos patients. J'ai quand même vu, mais relativement souvent, des patients s'enfuir vers les médecines douces pour des problèmes de cancer. C'est quand même énorme. Alors, il y a peut-être en fait une gradation dans les maladies. Bien sûr, mais je veux dire, c'est pour ça que je ramène au problème de fond. Est-ce qu'on fait appel d'abord à sa raison ou est-ce qu'on fait d'abord appel à quelque chose d'autre? Si on fait appel à sa raison, on peut ensuite s'orienter sur des techniques complémentaires qui peuvent très bien fonctionner. Moi, quand on me demande si je connais un bon homéopathe, j'envoie un bon homéopathe, je ne suis pas dogmatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les chrétiens sont capables de faire la part entre la magie et entre la foi? C'est tout. Le vrai problème, il est là quand même. Et pour vous, la foi peut être mise en danger, justement, quand on se tourne vers ces pratiques-là? À partir du moment où vous soumettez votre corps à des techniques qui ne sont pas donc des techniques rationnelles, mais des techniques qui peuvent vous emmener dans des dérives et parfois vous mettre sous l'emprise même de quelqu'un, oui, c'est grave, parce que la caractéristique première du chrétien, c'est d'essayer d'être un homme libre.
Et à partir du moment où on n'est plus libre et qu'on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, là, ça devient embêtant. Donc il faut beaucoup de discernement. Merci beaucoup Jean-Louis, merci à tous les deux. Et je signale justement votre livre Bertrand Chaudet, Nouvelles croyances, thérapie alternative des dérives possibles. C'est aux éditions du Jubilé. Et puis également un dossier très intéressant, très fouillé sur le thème thérapie alternative, guérir à tout prix. Il est paru dans le mensuel catholique Il est vivant, mensuel que vous pouvez acheter en librairie religieuse, également disponible sur son site qui s'affiche sur vos écrans. J'en profite au passage pour remercier les journalistes de cette enquête qui nous ont beaucoup aidés dans la préparation de cette émission. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de la famille en question. Vous pouvez le retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.